Elle n'a jamais rien entendu. Des chiens qui aboient dans la rue. Elle fait du pain doré tous les jours à 4 heures. Elle mène sa vie en couleur. Elle collectionne les odeurs de l'automne et les brindilles de bois mort. Et quand l'hiver arrive, elle ferme ses livres et puis doucement elle s'endort sur des tapis de laine. Au milieu des poupées indiennes, sur les élans duvet de ces 2 pigeons blancs, jusqu'au premier jour du printemps. Elle dit qu'elle va faire le tour de la terre et qu'elle sera rentrée pour dîner. Mais les instants fragiles et les mots inutiles, elle sait tout cela quand elle écoute pousser les fleurs. Au milieu du bruit des moteurs, quand les autres s'emportent, quand j'arrive à m'enfuir, c'est chez elle que je vais dormir. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire du vendredi après-midi par une belle journée d'automne. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas présents avec nous parce qu'ils sont en train de récolter leur maïs, mais bon, on va faire avec les gens qui ont bien voulu se joindre à nous cet après-midi. Donc, mon nom est Dan Bussière, pour ceux qui ne me connaissent pas, de Nutrition Athena, groupe Cérès. Donc, aujourd'hui, le webinaire est présenté par Nutrition Athena. Nous avons aussi comme commanditaire principal partenaire, c'est la compagnie Alltech, compagnie située aux États-Unis, présente mondialement, spécialisée dans les additifs alimentaires pour toutes les espèces. Donc, merci beaucoup aux gens d'Alltech d'avoir participé et commandité dans notre webinaire aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, il y a toujours la section Q&A que vous pouvez utiliser pour poser des questions durant les présentations. Je vais m'organiser à la fin de la présentation en registre s'il y a des questions de déposer, sinon on va le faire à la fin du séminaire au complet. Il y a aussi, je rappelle que les prix de présence pour les participants, les éleveurs qui participent, qui écoutent le webinaire, ont des prix de présence qu'on va faire tirer en début de semaine prochaine. Aujourd'hui, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, on a 2 présentations. Premièrement, une courte présentation de Régis Bertillon de chez Bertillon Nutrition. Régis avait présenté au printemps passé aussi à notre webinaire. Donc, il va revenir un peu sur le marché des grains. Hein, ça a changé beaucoup depuis les derniers mois. Donc, Régis va faire un petit peu un wrap-up de ce qui s'est passé dernièrement et aussi de ce qui s'en vient avec peut-être un peu de recommandations avec son PIF pour savoir quoi faire pour le positionnement dans le marché des grains. Donc, Régis, je te laisse commencer et puis s'il y a des questions, posez-les au fur et à mesure et puis je vais les poser à la fin, Régis, sinon on va aller à la fin du webinaire pour poser des questions. Donc, c'est à toi, Régis. Donc, salut Dan. Je vais juste ouvrir ma présentation. On va être à la bonne place. Donc, Dan, tout le monde m'entend? Oui, c'est bon, Régis. Tout est bon. C'est bon? Parfait. Donc, écoutez, je vais y aller un petit peu avec un survol du marché des grains. Et c'est sûr qu'il s'est passé quand même passablement d'affaires depuis mars. Si on y va pour aller rapidement dans la situation du maïs au Québec, en date d'aujourd'hui, je pense qu'on a droit malgré tout à une bonne récolte, une récolte de bonne qualité. C'est sûr que cet été, à mon année, on avait un petit peu d'inquiétude face à la qualité du maïs quand c'est devenu sec. Par contre, vous voyez, j'ai sorti les moyennes de la semaine passée sur 65 livraisons. On est allé chercher un poids moyen à hectolitre de 70,73. Donc, c'est quand même, on dirait, facilement 3 kilos quasiment à l'hectolitre de plus que les moyennes de l'an passé au moment de la récolte. Fait que vous voyez, on a un range à peu près 66,3 à 75,2. Donc, c'est pas, il n'y a vraiment pas de problématique de maïs léger
Autre chose importante, aucun voyage refusé pour cause de toxines, qui est un point positif parce qu'on sait que des fois, le maïs, depuis quelques années, on ne comprend pas toujours l'effet de la toxine, pourquoi qu'elle se développe, mais cette année, on n'a pas, jusqu'à présent en tout cas, on n'a aucun voyage dans le maïs qui a été problématique du côté des toxines. Ce qu'on voit beaucoup, c'est que le rendement est variable selon les régions, voire même selon les champs. On parle avec des producteurs selon la date de semis, selon le type de sol, l'avancement du maïs lors du froid en juin. Vous vous rappelez qu'il y a eu une petite vague de froid au début juin, même dans la région de Saint-Hyacinthe, qu'il y a du maïs qui a pratiquement gelé. Donc, on voit que ça l'a affecté un petit peu, dépendamment de la topographie, mais au final, on n'a pas de région problématique ou encore qui se démarque. On n'a pas de mauvaise région en maïs, on n'a pas de bonne région. C'est somme toute très bon. Il faut aussi mentionner que cette année, on a eu droit à une année exceptionnelle à Nautel. Le gel très tardif a probablement favorisé le poids spécifique. Hein. Il y a une grosse différence entre un gel. On a eu le premier gel la semaine dernière, puis on ne peut même pas appeler ça peut-être un vrai gel significatif. Fait que je pense qu'il s'est peut-être passé comme à matin le vrai gel. Fait que ça a donné beaucoup de chance. Ça a donné beaucoup de chance au poids du maïs, au rendement. Donc, en tant qu'acheteur, c'est des bonnes nouvelles. Fait qu'au final, selon nous, hein, on le voit en Ontario déjà depuis un petit bout, mais aussi au Québec, les rendements devraient être vus supérieurs à ce que c'est qu'il y avait d'attente au cours de l'été. Si on prend un peu, faire une histoire courte de l'évolution du prix, surtout dans le dernier mois, je suis allé un peu à dire, mettons qu'avant la récolte, on a payé du maïs beaucoup cher, très cher à l'été, hein, 350, 360, voire même 370 à la ferme. Par contre, là, dans le mois d'août-septembre, on a senti une régression un petit peu sur le prix. On est arrivé avant la récolte à acheter du maïs aux environs de 325 à la ferme, là, si on parle de la première semaine d'octobre. Pré-début récolte, ce que j'appelle, c'est que la semaine du 11 octobre, on avait des producteurs qui avaient envie de commencer à abattre, mais ils voulaient quand même qu'on leur donne un peu plus cher qu'un prix vraiment à pleine récolte. Fait que, on achetait du maïs, je vous dirais, le maïs se situait au prix de 310. Début récolte, semaine du 18 octobre, là, on a senti qu'il y avait une vague un peu plus de producteurs qui étaient prêts à abattre. La fève était finie, ou en tout cas passablement avancée. Donc, mais on a eu de la misère. Hein? Les producteurs n'étaient pas très, très vendeurs. Nous qui a des contrats, c'est sûr qu'on voulait tirer un petit peu sur les contrats qu'on avait. Donc, on n'avait pas de grosse offre. Semaine dernière, là, on a comme senti un peu une légère pression. Lundi, mardi, des appels des producteurs qu'il fallait qu'ils sortent du maïs, il y en avait à vendre. On a été capable d'acheter quelques maïs à 280, mais rapidement, Chicago a repris. La bourse a quand même demeuré verte quand même la semaine dernière, haussière. Donc, rapidement, mercredi, on a senti une vague d'acheteurs de maïs. Puis le maïs s'est tout de suite monté à 2,90. Et je vous dirais que vendredi, là, si on voulait acheter du maïs à la ferme, c'était 300. C'était très, très difficile. Il n'y avait pas de vendeurs. Et là, avec mon collègue Florent aux achats, on a compris que cette année, on allait avoir droit à un phénomène qu'on ne voit pas souvent. Mais j'ai appelé ça le phénomène de l'acheteur court. C'est que nous, en tant qu'acheteurs de maïs pour des groupes ou des meuneries ou peu importe, souvent, on arrive à la récolte ou on arrive à des périodes de l'année où c'est ce qu'on est couvert. Notre maïs n'est pas tout acheté, il est sur base, il n'est pas tout fermé, mais on a un gros pourcentage de notre maïs qui est acheté. Puis, avec la hausse des prix de l'année passée, on arrive à une automne, puis on arrive à un début d'hiver avec des très faibles pourcentages de maïs d'acheter. Donc, ça fait en sorte qu'il faut se couvrir pour la semaine prochaine, il faut se couvrir pour dans 2 semaines. Puis, plus la semaine a avancé la semaine dernière, plus on sentait cette pression-là arriver et une demande de prix. Fait que on a décidé qu'il allait falloir être vigilant face à ça, ce phénomène-là qu'on n'est pas habitué de vivre, parce qu'il va y avoir beaucoup d'acheteurs à court terme. Cette semaine, là, je dis pleine récolte, on est un peu plus dedans. Lundi, mardi, écoutez, le maïs n'a pas cassé, hein, 305, 310, 305. Bon, mercredi, légère petite baisse à Chicago qui a commencé à peut-être énerver certains producteurs. En même temps, il y a de plus en plus de maïs dans les silos. Donc, les gars, les rendements, je pense que les producteurs ne s'en cachent pas, ils sont meilleurs. Maïs 300. Hier, maïs 2,95, 300. Puis je vous dirais que ce matin, malgré une petite baisse à Chicago, on demeure avec du maïs à 295, 300. Les producteurs en bas de ça ne laissent pas aller le maïs. Puis nous autres, à un moment donné, on n'a pas le choix. On veut en acheter, on a besoin la semaine prochaine, l'autre semaine. Donc, on se situe à ces niveaux-là. Vision à court terme, hein, qu'est-ce que je recommanderais? Bien, écoutez,
je dis voir aux opportunités dans les 2 prochaines semaines. Les producteurs vont devenir rapidement non-vendeurs, on le voit déjà. Souvenir douloureux de l'année 2020. Rappelez-vous, en 2020, on est arrivé à la récolte avec du maïs à 220, rapidement 235 au moment de la récolte. Puis, à l'espace du mois de novembre, c'est parti 2,55 à quasiment finir 2,70 pour qu'en décembre, ou début janvier, on soit rendu à 290. Fait qu'en l'espace d'à peu près 2 mois, on est parti de 2,35 ou 220 avant récolte pour se ramasser à 290. Donc, les producteurs ont ce souvenir-là d'avoir vendu quand même passablement de maïs. Ça devait être une année pas très bonne en termes de prix pour les vendeurs. Puis finalement, ça a été une année exceptionnelle. Comme je disais tantôt, 350, 370, voire même en août pour du maïs. L'autre chose, pourquoi les vendeurs ne sont peut-être pas tellement vendeurs, c'est que le rendement est bon. OK, on va avoir un bon rendement, mais pas non plus d'exception parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a des secteurs, il y a des régions, il y a des champs qui ont été un peu plus affectés par des affaires, sécheresse, trop d'eau, gel. Donc, il y a quand même des champs où, parce que des fois, les gars ne vont pas chercher les meilleurs rendements. Donc, ça va faire en sorte que ça va être une année correcte. Entreposage disponible, ça, c'est une affaire que à l'inverse, on avait vécu l'inverse de quelques années. Le port était en retard dans la fève de soya. Les bateaux n'étaient pas présents, donc les gens ne pouvaient pas livrer la fève. Ça avait fait énormément de maïs à la récolte sur le marché. Alors, cette année, c'est complètement l'inverse. La fève était très, très lucrative pour les producteurs. Beaucoup de non-vendus à 550, 560, 600 pour la récolte, ce qui fait que les gens n'ont pas beaucoup d'inventaire de fèves, du moins qu'habituellement. Donc, ils ont de la place pour le maïs et ils ont l'intention de le garder. Les silos sont vides. D'un autre côté, les comptes en banque sont pleins. Les producteurs ont une très bonne année financière. Il y a des gens qui nous vendent du maïs, qui nous demandent de les payer juste le 1er janvier. Fait que ça ne fait pas des gars très, très vendeurs à rabais, ça, quand on n'a pas besoin d'argent. Puis, bien évidemment, comme j'ai dit tantôt, la demande hebdomadaire, le fort pourcentage d'acheteurs qui ont besoin de maïs semaine après semaine va faire que les producteurs vont être sollicités de tous bords et ils vont être patients. Écoute, petite recommandation, ce que je dis, tout maïs sous la barre des 300 devrait être acheté. Je pense que protéger les mois d'hiver, décembre, janvier, février, mars, protéger ces mois-là avec du maïs en inventaire si vous avez de la capacité d'entreposage. Je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur. Les vendeurs ne seront pas là, beaucoup d'acheteurs. Et le Chicago, même s'il va être à court terme, même si le Chicago va avoir tendance à être baissier, je ne pense pas que les producteurs vont s'énerver avec ça. C'est la base qui va faire la contrepartie, puis le maïs va demeurer quand même assez cher. Écoutez, je mets un petit tableau ici en chiffres. J'aime toujours un peu regarder les chiffres de la dernière année, des derniers rapports du USDI. Fait que, cette année, on parle de 93,3 d'ensemencés. Puis, on parle après ça de 176,5 de rendement. Si on prend complètement la colonne à droite. Donc, ça va faire quand même une année qui ne sera pas mauvaise. Un ending de 1,5 milliard de boisseaux. Si on regarde l'année d'avant, là, on est à 1235, 1,2 milliard de boisseaux d'ending. Il faut se dire que ce chiffre-là est descendu jusqu'à 1,08. Donc, on a quand même quasiment 150 millions de boisseaux de plus de maïs. Sur le fin de la dernière récolte. Fait que cette année, si on peut regarder des chiffres intéressants aussi, là, on regarde l'exportation qui est à 2,5 milliards. Donc, 2,7 l'an passé, mais 1,7, 2, 2,4, 2,2. Le 2,5 est peut-être… Il va falloir qu'il y ait des ventes à l'export si on veut réaliser le 2,5. Je ne pense pas qu'actuellement, c'est parti pour ça. Donc, ça peut rapidement descendre de 200, 300 millions de boisseaux, puis on les rajoute à la fin. Fait qu'on a déjà un pas mauvais 1,5, tantôt, on peut se ramasser avec un 1,7, 1,8, puis ça va mettre de la pression sur le maïs, c'est sûr, à Chicago. Si on le regarde en graphique, parce que souvent, une image vaut 1000 mots. Si vous regardez depuis l'été, depuis mai environ, on a du maïs qui subit une pression, des bons ensemencements, un été de plus en plus favorable. Fait qu'on a un maïs qui revient tranquillement se redescendre. On voit qu'il y a une petite section ici où c'est ce que le maïs a tendance à vouloir à aller de côté, à ne pas savoir quelle direction prendre. On l'avait vécu un peu au printemps. On l'a revécu au milieu, fin de l'été. Dans les dernières semaines, là, on a une petite échappée à la hausse qui sort de la courbe, mais vous voyez que là, on est revenu taper le haut de la ligne ici, là, qui est un peu un niveau support, puis hop, le maïs n'a pas été capable de traverser ça. Donc, est-ce qu'il va s'en venir ici, puis il va revenir prendre sa courbe? Bien, selon moi, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, là, il y a de fortes chances que le maïs continue à prendre plus une tendance baissière que haussière.
Si je passe à la fève de soya, malgré tout, là, il y a une légère pression négative depuis des mois. Même si on a un inventaire qui n'est pas exceptionnel, la fève vit une pression. Il y a des raisons à ça. Ralentissement des ventes à l'export. Je pense que l'année passée, on a eu des excellentes ventes à l'exportation. La Chine, vous vous rappelez, à partir de l'été passé, fin de l'été, mois d'août, qui s'est mis à acheter, puis qui n'a jamais arrêté jusqu'à cet été pratiquement. Là, on vit un peu un ralentissement, c'est normal. Je pense qu'ils ne peuvent pas toujours acheter aussi fortement. Très bonne récolte du côté américain, très bonne récolte du côté de l'Amérique du Sud, 121 millions de tonnes. Et du côté de l'Amérique du Sud, Brésil, 144, l'Argentine, 151. Ça, là, pour vous donner une idée, c'est l'Argentine, l'Amérique du Sud, ils sont en augmentation depuis 4-5 ans à pratiquement 10 millions de tonnes par année. Donc, de la fève, oui, il s'en consomme, mais il s'en produit de plus en plus. Encore cette année, avec les bons prix, fort ensemencement en Amérique du Sud. Ce qui met peut-être un peu de pression sur la fève aussi, c'est que les fertilisants non disponibles ou très coûteux en Amérique du Sud ont sûrement favorisé encore plus de semences de fèves et vont probablement favoriser encore plus de semences du côté américain au printemps aussi par le coût des engrais. Et pas juste le coût, mais aussi la disponibilité. Donc, on dit, si nous autres, on pense que si la tendance se maintient, qu'il n'y a pas de catastrophe côté météo en Amérique du Sud, au cours des prochaines semaines, prochains mois, parce qu'eux, là, ils vont être en récolte après Noël, évidemment. Sont en ensemencement, c'est avancé, mais si on n'a pas de mauvaise période, écoutez, on devrait avoir encore une énorme récolte en Amérique du Sud, ce qui va venir enlever encore de la pression sur la fève. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, la valeur de la monnaie brésilienne qui est pratiquement à son plus bas depuis 2015. Donc, pour de l'exportation, pour la Chine, pour n'importe quel pays, entre le dollar américain et la valeur de la monnaie brésilienne, ils sont nettement favorisés. Donc, ça aussi, ça met de la pression sur la fève américaine. Si on la regarde en chiffres, écoutez, 320 millions de boisseaux de ending. Si on regarde l'année passée, on était à 256. Ce chiffre-là, ici, le 256 est descendu jusqu'à 135 ou 130 l'an passé. Fait que entre 130 et 260, là, c'est du simple au double. Et là, on est à 320. C'est encore pareil, on a de fortes exportations, des attentions de fortes exportations. Donc, tu sais, je veux dire, ça peut aller assez vite qu'on peut rebâtir un inventaire. On rajoute un 100-150 millions de boisseaux là. À ce moment-là, la fève ne peut pas rester à 12 piastres. Je pense que son niveau va être plus entre un niveau de 10 à peu près que 12. Si on la regarde sur le graphique, vous le voyez un peu depuis mai, c'est la même chose. Depuis le mois de mai, on sent une légère tendance baissière en continu. On a revécu la même petite affaire que dans le maïs depuis octobre, là, une petite hausse, une envie d'une hausse, mais vous voyez cette semaine, là, la fève met encore beaucoup de pression. Donc, pour nous, on le redit, s'il n'y a pas de grosses problématiques du côté de l'Amérique du Sud pour la récolte qui est à venir, la fève va vivre une forte pression. Tourteau de soya. Tourteau de soya, c'est plus un produit qu'on consomme là, dans la nutrition animale que la bine, mais ça, évidemment, c'est un dérivé de la bine, donc c'est important de parler de la bine. Mais la chance est derrière nous. Écoutez, il y a eu des belles opportunités de fermer du tourteau de soya à court, moyen terme. À un moment donné, on a eu du soya à 530, 520, 500 qu'on fait pour fermer pour 5, 6 mois, 9 mois, 4,90, 4,80, 4,70, voire même 450. Là, puis là, je fais un petit parallèle. Je parlais avec un producteur l'autre journée qui disait moi, j'ai tout fermé à 450. Celui-là qui ferme tout le temps sa base au bon moment, qui a attendu que le futur s'aille au plus bas, puis là, qui a attendu jusqu'à la semaine dernière que le dollar vienne à 81 cents pour transférer ça en canadien. Mais oui, c'est vrai, il y a pu avoir du tourteau de soya livré là, pour 8 mois, 9 mois à 450 livrés. Mais quand même, il y a beaucoup d'acheteurs comme nous qui se sont protégés un petit peu avant parce qu'on trouvait malgré tout que la fève, ça ne prend pas grand-chose. Les réserves sont là, mais pas si élevées. Donc, une petite catastrophe, ça repart sur l'autre côté. Actuellement, pour parler à court terme, actuellement, la disponibilité dans le tourteau de soya fait jouer les prix rapidement.
retard d'une barge au port ou encore des retards dans les wagons, puis ceux qui sont producteurs ou ceux qui sont dans le commerce comprennent que de plus en plus, il y a de la pression sur ça. Les wagons n'arrivent pas à temps. Il y a beaucoup de problématiques. Donc, l'explosion des bases est assez instantanée. On peut partir de des bases à 30, 40, 50, 85 en l'espace de quelques jours. À partir du moment que la nouvelle se sait qu'une barge à Québec qui doit rentrer 6 000 tonnes de tourteaux ne rentrera pas, elle va être retardée de 10 jours. Donc là, ce fournisseur-là commence à s'aider de ses alliés, ses compétiteurs, mais alliés en même temps, parce que tout le monde s'aide. Puis là, les bases rapidement prennent une valeur rapide. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que des fois, je dis notre fournisseur devient votre partenaire, notre fournisseur devient notre partenaire parce que t'as beau avoir du tourteau de bouquet avec un fournisseur puis tout ça, mais quand il devient un effet de rareté, là, tout le monde essaye de s'aider. Puis il faut comprendre que dans la nutrition animale, le tourteau de soya est à peu près un des seuls produits qui n'a pas de substitut. Là. Quand il n'y a plus de tourteau de soya, la meunerie arrête pratiquement là, parce que tu peux pas fabriquer sans ce produit-là, en tout cas, une très grande majorité des moulets. Donc, il faut être à l'affût, se tenir au courant de la disponibilité toujours. Même si on a des contrats, on demeure très près de nos fournisseurs. Nous autres, ça peut être environ 20 voyages de tourteaux de soya par semaine qu'on a besoin. Donc, vous comprenez qu'il faut se tenir à l'affût de la disponibilité, être certain que nos voyages sont là pour que les gens pour qui on fait l'approvisionnement puissent continuer à fabriquer. Si on le regarde un peu aussi sur le contrat à terme du tourteau, mais comme j'ai dit, l'opportunité derrière nous, est-ce qu'elle s'est passée ici? Parce qu'on sent une légère correction dans le tourteau, un petit peu avant le maïs puis la fève qui a eu une petite remontée là, aux environs du 10 octobre, mais on sent quand même que le tourteau est allé toucher un bas et là, il y a une petite tendance. Il vient sortir de sa courbe ou de ses lignes, si on veut, mais je pense malgré tout que si l'ensemble des ingrédients ne subissent pas trop de pression, on pourrait revoir le tourteau là, continuer à vaguer pas mal dans les niveaux où c'est ce qu'on est actuellement, légère haute, légère baisse, mais je n'anticipe pas de grosse augmentation du futur du tourteau. Je dis évidemment, tourteau de soya, danger si jamais. Bon, écoutez, les conditions climatiques de l'Amérique du Sud devenaient non favorables. C'est sûr que ça va être très réactif. L'achat de la Chine, on n'a pas besoin de grand-chose. La Chine qui commence à réacheter du stock, réachète. Là, ça va avoir un impact aussi. Coût des acides aminés versus le prix du tourteau. Dan, il nous faisait un petit résumé l'autre journée du coût des acides aminés qui doublait, triplait 4 fois leur prix même depuis quelques années. Donc, c'est sûr que ces acides aminés-là synthétiques, si je peux appeler ça comme ça, venaient remplacer des fois une partie du tourteau parce qu'économiquement, c'était plus intéressant de travailler avec un acide aminé synthétique comme la lysine, tout ça. Par contre, là, Dan faisait état que le coût de l'augmentation de ces ingrédients-là allait être assez important à venir. Donc, ça ne prend pas grand-chose, 10, 15, 20 kilotonnes. On avait fait des petits scénarios avec Martine. Ça ne prend pas grand-chose, 5 000 tonnes de moulets fabriqués par semaine pour l'ensemble des gens pour qui on achète, 75 tonnes de plus de tourteaux de soya. Ça, c'est mon cas à moi. C'est le cas d'un autre fournisseur. Rapidement, ça va avoir un impact sur la base si demain matin, tout le monde a besoin de plus de tourteaux à court terme. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut rester toujours à l'affût de la disponibilité des tourteaux. C'est un ingrédient qui n'a pas de substitut, donc on n'a pas le choix, ça en prend. Puis quand ça en prend, il n'y a plus de prix. Puis des fois, ceux qui en détiennent un peu peuvent demander des prix très chers. Ça dure quelques jours, le temps que les wagons arrivent, mais tu n'as pas le choix. Tu peux acheter des 2-3 vannes à 90 de base, puis tu payes facilement quasiment 100$ de plus la tonne. Si je regarde le blé, forte augmentation du prix du blé. Écoutez, on résume ça à quoi? Puisqu'on délaisse graduellement le blé pour le maïs et la fève aux États-Unis depuis quelques années, écoutez, l'année problématique de l'an passé serait Cheresse dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien. Évidemment, le blé est parti en hausse, forte hausse depuis l'été. Est-ce que ça va s'arrêter? C'est le danger actuellement. Il ne faudrait pas que les pays importants, producteurs de blé comme la Russie, l'Ukraine, viendraient mettre des embargos sur leur blé ou qu'ils viennent rajouter une couche par là-dessus parce que le blé, là, ça a un potentiel aussi énorme. Ce n'est pas juste animal, c'est consommation humaine. Donc, c'est important.
Il faut se rappeler aussi que le blé, on en a utilisé énormément l'été passé. En mars, j'avais fait allusion de l'utilisation du blé dans les formules de porc. Donc, on a mangé beaucoup de blé dès la récolte. Hein. C'était très économique, mais à 380 versus du blé à 320, 330, 340. Donc, l'économie était là. On soignait les formules au blé. On passait quasiment du simple au double, à moitié moins de maïs, beaucoup plus de blé. Donc, ce qui fait que cette utilisation-là a été forte. Elle a été forte jusqu'à la récolte. Bien, tout ce blé-là est consommé, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que l'économie générée pendant cette période-là, aujourd'hui, on en repart d'une partie. Le blé, ça vaut 390 livré la semaine prochaine. Je vous dis qu'à ce prix-là, hein, avec du maïs à 325, bien, il n'est pas économique du tout, mais pour le cubage, on n'a pas le choix d'en utiliser. Si on le regarde en chiffres, ben, c'est parce que je vous disais, j'ai mis le tableau ici, je vous disais tantôt que le blé, on le délaisse du côté américain. Hein. Si on part dans les années 2000, on était à quasiment 55, 60 millions d'acres, 63 millions d'acres et ainsi de suite. Puis finalement, je dirais peut-être depuis 2017, là, on est tombé sous la barre des 40 millions d'acres, sous la barre des 50 millions d'acres, ce qui fait qu'une année comme l'an passé, pas beaucoup d'ancrage avec un rendement très difficile, ben, ça donne des chiffres qui ne sont pas au rendez-vous. Vous avez les pourcentages, les jours d'utilisation. Là, hein, on a déjà eu 180 jours, 180, 200 jours d'utilisation. Ça, c'est le blé qui reste en fin d'année pour l'année d'ensuite. Mais là, présentement, on est à 100 jours. Fait que c'est sûr que le blé va être très, très réactif à n'importe quelle mauvaise nouvelle en ce qui le concerne. Puis on le regarde bien, graphiquement, tout l'inverse des autres. Hein. Depuis le printemps, depuis le début des conditions qui ne sont pas favorables au blé de printemps, depuis la sécheresse cet été, bien, on a un blé qui fait qu'aller en montant. Comme j'ai dit, c'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le maïs parce qu'à un moment donné, il pourrait avoir tendance à le traîner à la hausse. Mais actuellement, l'écart entre le blé et le maïs est très fort. Pour vous donner une idée, le blé est présentement à 7,75 $, en tout cas 7,80 $, dépendamment là, des journées, mais c'est un produit qui est déjà allé à 13 $. Donc, il peut avoir un potentiel encore haussier s'il y avait des mauvaises nouvelles en ce qui le concerne. Pour terminer, écoutez, la drèche de maïs, on sort d'une période d'arrêt de production de plusieurs usines. On sait qu'en août, septembre, même voire octobre, plusieurs usines dans l'État de New York, en Ontario, font des arrêts de production, des shutdowns qu'on appelle, pour faire de la maintenance, se mettre prêt à la nouvelle récolte. Donc, ça a fait en sorte que les prix dans les derniers mois étaient quand même assez forts. Par contre, on a quand même une forte demande pour l'éthanol actuellement à cause du prix du pétrole qui est en augmentation. Donc, les usines roulent 100, voire 110 115 %. Donc, à court terme, on voit qu'il commence à avoir de plus en plus d'offres de drèche intéressantes, voire même inférieures au prix du maïs. Donc, c'est certain que ça, il va y avoir des belles opportunités là-dedans. Les gens, les marges sont bonnes dans l'éthanol. Le prix du maïs n'est pas encore, on ne sait pas quelle direction il va prendre. On ne pense pas qu'il va être très, très haussier, mais dans les prochains mois, il peut être difficile à couvrir. C'est la même chose pour les usines d'éthanol. Ils vont avoir envie de se couvrir pour les prochains mois, savoir c'est quoi leur marge. Ils vont vouloir vendre de la drèche en avance parce que les plants roulent fortement. Donc, il y a peut-être certaines opportunités à couvrir un certain volume là, pour des 2-3 mois dans la drèche, selon nous. Les vendeurs vont avoir envie de faire des ventes peut-être pour se débarrasser de stock un minimum pour ne pas être long dans leur inventaire. Donc, ça fait un peu la tournée de l'ensemble des grands importants. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et puis, je laisse Dan reprendre le pôle de la discussion. Oui, merci Régis. Peut-être une petite question pour toi. Concernant le maïs, là, nos approvisionnements au Québec, c'est une question peut-être niaiseuse, là, mais on va-tu encore acheter du maïs américain ou du maïs ontarien cette année? On est-tu dépendant encore bien gros sur les volumes qu'on a besoin? Non, on n'est pas dépendant. On serait capable, même qu'on peut exporter un petit peu de maïs. Là, sauf que, tu sais, il y a des ports hein, ici, puis il y a des vendeurs que, si on passe à G3, on passe à la Fédérée, mettons, qu'à Solio, qui se sont installés, les gens, ils ont des ports. Donc, eux autres, leur job, c'est s'ils sont capables de shipper du maïs à l'export, ils savent qu'ils vont en faire venir après ça. Tu sais, puis eux autres, c'est leur commerce. Fait que c'est sûr qu'actuellement, ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas une grosse demande à l'exportation. Les joueurs ne sont pas là.
Hein? C'est-tu parce que le marché est trop cher? C'est-tu parce que déjà, l'année passée, c'est une année exceptionnelle, mais le maïs est assez cher? C'est-tu le maïs américain qui va prendre le maïs brésilien qui va prendre la pôle? Actuellement, ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas une grosse demande pour du maïs au Québec. C'est ce qui fait que on n'a pas. Le prix est quand même cher. La devise canadienne non plus, on est en haut de 80 cents actuellement. Ça ne donne pas non plus une belle fourchette à l'exportation. On voit que l'exportation, souvent, dans le maïs, devient intéressante au niveau de 78, 77, 76 cents. Là, les joueurs à l'exportation deviennent intéressés, mais actuellement, d'après moi, du maïs, avec l'Ontario et tout, on a une bonne capacité pour fournir ce qu'on a de besoin. Plusieurs commentaires. Il va falloir faire attention au maïs de l'Ontario. La qualité, le rendement était bon, mais les toxines sont élevées en Ontario. On voit beaucoup de variations, du beau maïs, mais du 3-4 ppm, on en voit pas mal sortir en Ontario présentement. Donc, il va falloir être prudent là-dessus, comparativement à ce qu'on semble voir au Québec, ce qui est une bonne nouvelle. Ton commentaire sur les acides aminés et le tourteau de soya, il n'y a pas juste la question de prix, question aussi d'approvisionnement. Il y a des problèmes d'approvisionnement des acides aminés. Donc, peut-être que si on veut réduire la pression sur l'approvisionnement, peut-être qu'on va forcer l'utilisation d'un peu plus de soya, d'un formule en réduisant les acides aminés. Donc, ça peut créer de la pression sur la demande un peu. Puis, il y a toujours nos 200 000 cochons en attente aussi qui mangent plus de moulées qu'avant. Hein. Mais ça, ça fait un an et demi qu'on deal avec ça. Donc, c'est pas mal rendu dans nos inventaires. Ça, ils sont rendus dans nos moyennes d'achat. C'est mis qui ne s'aille plus là que là, on va peut-être tomber un peu à dire, oh, finalement, on a besoin de moins un peu de stock. C'est bon. OK, merci Régis. Parfait, merci beaucoup. C'est bon. Donc, juste rappeler que si vous avez des questions, gênez-vous pas de les poser, les questions. Aussi, comme d'habitude, les vidéos des séminaires sont présentes sur la plateforme du PIC Channel. Vous pouvez aller vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit. Donc, puis je voulais juste mentionner avant de partir sur ma présentation que notre prochain webinaire, le dernier de l'année 2021, va être le 17 décembre, présenté par Demeter Services vétérinaires. Donc, je vais embarquer avec ma présentation. OK, bon, merci beaucoup tout le monde. Donc, je vais y aller avec un petit peu la présentation sur nos nouveautés R&D et nutrition. Parler un peu de l'usine en lactation. On avait déjà parlé un peu des séminaires, mais je fais juste un petit résumé très rapide de nos essais que nous avons faits au cours des 3-4 dernières années, justement pour évaluer les besoins des truies en lactation. On avait tendance, là, dans les modèles qu'on utilisait au niveau de l'estimation des besoins, de surestimer un peu les besoins des truies en lactation. Donc, on alimentait les truies avec des rations, là, je mentionne ici à 1 mais souvent à 1,1 même à 1,2 des indigestibles, ce qui faisait des rations riches en protéines, plus dispendieuses. Bon, on disait, on en met plus, on est sûr que les truies, on couvre leurs besoins, mais ce n'est probablement pas nécessaire de le faire à des niveaux aussi élevés que ça. Donc, il y a d'autres modèles en Europe qui ont été développés, puis avec qui on travaille, mais surtout les gens de Scotthorse en Hollande qui nous mentionnaient qu'eux autres, dans leur recherche, ils estimaient les besoins d'une truie à peu près 45-50 grammes par jour de lysine. Ce qui fait qu'on avait besoin d'une ration, en principe, selon une consommation de 6 kg, 6 kg et demi, entre 0,75 et 0,85 des ingestibles. Donc, on voit une grosse différence par rapport à ce qu'eux recommandaient versus ce que nous, on faisait à 1,1 de lysine. Donc, on a fait des tests, on évalue un peu là, ce qu'on peut aller à ce niveau-là. Ce n'est pas une question d'être sur la ligne pour minimiser les performances, mais c'est d'être économique tout en maintenant les performances. Une des questions qu'on avait, c'est que l'âge au sevrage plus élevé en Europe fait que peut-être que les truies en fin de lactation mangent plus. Les besoins en lysine sont peut-être moins élevés pour assurer une bonne performance des portées et aussi un bon retour en chaleur. Mais on a fait, dans le fond, un peu de tests là-dessus. Je vous présente, c'est des résumés des tests qu'on a faits. Puis on a travaillé là-dessus, moi et Jean-Philippe, un peu, puis on vous a montré un peu les grammes de lysine ingérés par jour. OK, on voit entre 36 jusqu'à 90 grammes. Puis on mettait dans le premier graphique du haut la taille de la prochaine portée. Donc, la truie en lactation, la quantité de lysine qu'elle consommait versus l'impact de sa prochaine portée. Puis on voit que c'est assez clair que dès qu'on obtient 56-60 grammes de lysine ingérée, on peut optimiser la taille de la prochaine portée. Donc, on peut faire une ligne assez plate versus quand on est en bas de 56 grammes d'ingérée. Puis je vous mentionne qu'à 56-60 grammes ingérés, c'est comme une lactation à 0,85 des ingestibles. Quand on est à 1,1, on est plus autour du 71-115 grammes de lysine ingérés par jour, ce qui est au-dessus des besoins ou trop pour rien dans le fond. On a fait le même graphique pour les poids de portée lors du sevrage. On s'est rendu compte que dès qu'on atteignait un 51-56 grammes de lysine ingérée, on optimisait les poids de sevrage. Puis encore là, on parle d'une ration autour de 0,85 de lysine versus une ration plus standard ou plus élevée à 1,1 qu'on utilisait un peu plus avant. Donc, on se rend compte qu'on suralimentait les truies pour ne pas améliorer nécessairement les performances. Et en termes d'économie, si on parle d'une ration à 1 versus 1,1, on parle de 15 $ par tonne d'économie.
Et si on descend à 0,9 versus 1 on parle de 13 par tonne. Donc, vraiment, entre 1,1 et 0,9 on parle de 28 par tonne d'économie. Aujourd'hui, on ne formule pas nécessairement nos rations à 0,9. On est descendu autour de 0,95 à 1 parce qu'il faut comprendre que dans un troupeau, on parle d'une moyenne, il y a des cochettes, il y a des facteurs d'effet que les truies mangent un peu moins, donc il faut être prudent. Mais juste pour montrer qu'on peut probablement réduire un peu les niveaux d'usine. On le fait dans certains élevages, puis avec certains de nos clients, sans aucun problème au niveau des performances depuis quelques temps. Puis juste mentionner aussi qu'au niveau de la protéine, on réduit le niveau de protéines brutes dans la ration, ce qui a pour effet, dans les périodes de stress thermique, périodes de chaleur, de favoriser une meilleure consommation. Quand on met plus de protéines pour aller chercher plus de lysine, on peut nuire à la consommation, donc on a un effet perverse un peu de vouloir donner plus de lysine, mais si la truie mange moins, on n'a probablement pas aucun gain en consommation journalière. Donc, on peut être confiant que des moulées à 1 c'est amplement suffisant. 0,95 peut être optimal là, dans notre cas. Encore là, il faut toujours que les truies mangent beaucoup de moulées. On peut avoir la meilleure ration en avant des truies, mais si la truie ne consomme pas un aliment rapidement après la mise bas, ce n'est pas nécessairement le problème de la moulée. Il y a un problème des régies qui doit être évalué. On continue à travailler sur d'autres études pour fine-tuner ou pour avoir une meilleure compréhension vraiment des besoins. Il y a des concepts que vous entendez parler maintenant avec des systèmes d'alimentation automatique qui parlent d'alimentation mélangée ou blend feeding en anglais, qui peuvent être une option intéressante parce que là, on peut vraiment y aller par parité, par jour de lactation, puis mélanger 2 aliments, eau et bas en lysine, pour vraiment rencontrer les besoins des truies. Aujourd'hui, les études, parce que les économies qu'on a évaluées, tout dépendant où on part, peuvent être entre 10 et 12 par truie par année. Par contre, les impacts sur les performances, le fait d'en donner trop, ça ne nuit pas nécessairement sur les performances, c'est juste un impact économique sur la moulée. Donc, on n'est pas capable de justifier des meilleures performances présentement avec l'alimentation mélangée. Par contre, on travaille sur raffiner un peu la méthodologie. Est-ce que c'est assez pour justifier l'investissement dans un système? Peut-être pas aujourd'hui, juste sur l'économie moulée, mais je pense qu'à long terme, il peut y avoir des choses très intéressantes avec ce genre d'outils-là. Autre projet qu'on a travaillé concernant l'alimentation des truies, c'est l'utilisation de polyphénols dans l'alimentation des truies en lactation. Donc, les polyphénols, pour aller rapidement, tout le monde a entendu parler de ça dans l'alimentation humaine. Les bleuets du lac Saint-Jean sont riches en polyphénols. C'est bon pour protéger les cellules contre le cancer ou contre d'autres maladies. Donc, c'est vrai, les polyphénols sont présents dans les ingrédients d'origine végétale en plus ou moins grande concentration. Ça a des fonctions d'antioxydants et antimicrobiens, donc toute la protection des cellules, l'intégrité des cellules. On retrouve dans le thé, les épices, les fruits comme le raisin ou les bleuets sont riches en polyphénol. Nous autres, on travaille avec une compagnie en Europe qui s'appelle Norfi, qui a développé un produit à base de pépins de raisin, donc la pulpe, mais surtout la peau, les pépins de raisin. Le produit s'appelle Phytovia vitis, là, mais vraiment, c'est vraiment un extrait de raisin concentré, standardisé avec un fort pouvoir phénolique. Mais il y a d'autres produits au Québec par d'autres compagnies qui sont, tant qu'à moi, peut-être équivalents, là, sans les avoir testés, mais qui ont le même concept. Ça peut remplacer la vitamine E. On sait que la vitamine E, ça a une fonction antioxydant, donc le polyphénol peut remplacer la vitamine E puis avoir une complémentarité au niveau de la protection du système contre les stress oxydatifs. Donc, ça peut être très intéressant comme produit. Donc, on a fait un test chez les truies. Ça partait d'un test qui avait été fait par la compagnie en Europe sur les vaches laitières qui avait démontré une augmentation des immunoglobulines sur le colostrum du lait des vaches laitières. Donc, on a voulu répliquer ça sur un test chez les truies en lactation. Donc, on avait un groupe contrôle et un groupe pour les truies qui rentraient en lactation 5 jours avant la mise bas, qui avait une moulée additionnée de 150 grammes par tonne de Phytovia vitis. Donc, je présente les résultats. Excusez, il y a encore des choses en anglais. Je n'ai pas eu le temps de tout traduire les tableaux. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que sur la taille de portée, bon, les colonnes en mauve là, sont les colonnes qui sont le groupe avec le vitis, là, qui sont le produit des extraits phénoliques. On a une augmentation de la taille de portée, mais qui n'était pas significative à la naissance des nids vivants, mais ça n'a pas rapport avec le traitement. Mortalité naissance-sevrage, pas vraiment affectée dans le test que nous avons fait. Par contre, ce qu'on a vu qui était très significatif, c'est l'augmentation du poids de sevrage. Ajusté à 21 jours, on avait une augmentation de 350 grammes par porcelet du poids de sevrage sur les porcelets qui avaient reçu, qui étaient allaités par des truies qui avaient reçu la moulée avec le Phytovia vitis. Donc ça, c'était super intéressant, c'était hautement significatif quand on a fait des analyses statistiques. Évidemment, sur le poids de portée, on parle de 4 kg de poids de portée supplémentaire. Donc, augmentation du poids de sevrage, qui est quelque chose que tous les producteurs devraient focusser sur cet aspect-là parce que c'est très important et ça a des impacts économiques importants. L'autre chose qu'on a mesuré, parce qu'on a voulu travailler vraiment sur la compréhension de pourquoi on avait des améliorations de performance, en tout cas essayer de comprendre un peu, on a mesuré la qualité du colostrum. Donc, dans cet essai-là, on a prélevé au-dessus de 100 truies qui ont été prélevés pour des échantillons de colostrum.
entre 0, 12 à 18 heures après le début de la mise bas. Ce n'était pas tout le temps super précis, là, mais quand même au départ de la mise bas pour vraiment avoir le colostrum de la truie. On a mesuré l'indice de Brix, qui est un réfractomètre qu'on utilise pour mesurer la densité là, dans le sirop d'érable, des choses comme ça. C'est utilisé pour l'eau d'érable. On a mesuré ça, puis ça c'est un indicateur du contenu en IgG. Donc, un Brix plus élevé peut être corrélé avec une quantité d'IgG plus élevée dans le colostrum, qui sont les immunoglobulines qui sont importantes pour le transfert immunitaire chez le porcelet. Puis avec le groupe, avec le VITIS, là, en mauve, on a une augmentation de 1,4 points de Brix, qui était significative lors de nos analyses statistiques, qui pouvait indiquer plus d'IgG dans le colostrum. On a mesuré les IgG dans le colostrum, par contre, on a juste vu une amélioration de 1,2 % dans les analyses de laboratoire, qui n'était pas significative. Bon, une amélioration, mais pas hautement significative. Donc, on avait de la misère à corréler avec nos résultats de la valeur de Brix. Mais par contre, quand on en regarde quand même par classe de colostrum au niveau des IgG, en bas de 80, 80 à 100 ou 100 et plus, on s'est rendu compte qu'on avait un peu plus de truies qui avaient des niveaux de IgG plus élevés dans le colostrum. Donc, on a comme shifté la quantité de IgG dans le colostrum sur une tendance plus haute et plus favorable. Juste pour dire que dans le contrôle témoin, déjà là, on avait des très bonnes, la qualité du colostrum était très bonne. On avait des IgG qui étaient assez élevés. Donc, de l'améliorer au-delà d'une bonne qualité de base au départ, c'était un peu difficile. Donc, on a une augmentation qui n'est pas significative, mais bon, qui est quand même meilleure que rien au bout de l'année. Au sevrage, on a mesuré aussi chez les porcelets la quantité d'IgG au niveau du plasma. On a augmenté de 10 %. Encore là, ce n'était pas hautement significatif. Par contre, il y avait une tendance pour l'augmentation, ce qui est positif. Puis encore là aussi, on a vu que les groupes, OK, avec des plus hauts niveaux d'immunoglobulines, il y en avait plus, OK, qui étaient plus élevés. OK, on était à 26 % avec des niveaux de 65 et plus sur le groupe témoin, puis on était à 35 %. Donc, on a vraiment shifté un peu comme on a fait pour le colostrum les IgG dans le colostrum, un peu plus avec des niveaux plus élevés. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a mesuré d'autres facteurs qui parlent du stress oxydatif, là, du poids antioxydant. On a mesuré la vitamine A, C, E chez les porcelets au sevrage. On s'est rendu compte qu'on avait une augmentation de 15 % de la vitamine A, 15 % de la vitamine C et 87 % de la vitamine E, qui est une des vitamines très importantes au niveau des facteurs de protection des stress oxydatifs. Si on prend la moyenne des trois vitamines, on est à 41 % avec une augmentation hautement significative au niveau des valeurs statistiques. Donc, encore là, c'est super intéressant de voir une amélioration du statut antioxydant au niveau sanguin des porcelets au sevrage. Le dernier point qu'on a mesuré, c'est la glutation peroxydase, qui est un autre enzyme qui est lié au métabolisme du sélénium. C'est aussi un enzyme très important au niveau du métabolisme pour le stress oxydatif. On a augmenté de 28 % dans le colostrum et de 29 % dans le sérum des porcelets au sevrage. Ça, les deux augmentations étaient très significatives. Donc, on a vraiment aussi, au-delà des vitamines, mais augmenté la JPX qui est liée au métabolisme du sélénium, qui ont aussi un rôle à jouer pour la protection au stress oxydatif. Donc, juste l'augmentation du poids de sevrage, quand on regarde l'économique, là, okay, on peut calculer que c'est une moyenne, tout dépendant si on augmente le poids à l'abattage ou si on réduit le nombre de jours à l'abattage. On parle d'une moyenne de bénéfice d'à peu près 91 cents par part, okay, pour l'augmentation du poids au sevrage, selon nos calculs. Le coût du produit, okay, à 350 kg de moulée lactation par truie par année, c'est 11 $ la tonne de moulée de lactation, le coût du produit. On produit 25 porcelets au marché par truie. C'est à peu près 15 cents de coût, quand on ramène ça par part produit, le coût du vitis dans la moulée lactation. Donc, on a un net de 76 cents, un retour de 6 pour 1. Et si on va vraiment chercher un poids supplémentaire à l'abattoir, le retour est plus intéressant. Si on va chercher juste des jours, c'est probablement plus un break-even. Mais dans la réalité, c'est un peu des deux. Hein. On ne réduit pas nécessairement les jours, on va chercher un peu plus de poids. Bon, présentement, ce n'est pas nécessairement souhaitable avec des retards à l'abattoir, mais dans un contexte idéal, un poids supplémentaire à l'abattage avec les prix qu'on a eus surtout cette année, c'était payant. Donc ça, c'est Phytovitis, c'est disponible. On l'utilise depuis quelques mois dans nos programmes alimentaires chez quelques clients. Bon, la plupart de nos clients maintenant, on fait les transitions au fur et à mesure. On l'utilise dans l'Ouest chez Alife aussi depuis à peu près 6-7 mois. D'autres travaux qu'on a fait au niveau de la recherche et au niveau de la reproduction. Jean-Philippe, mon collègue, aime bien ça, travailler au niveau de la reproduction. Puis on a souvent des petites idées qui sont des cas bien, bien pratiques, okay, par rapport à la gestion de la reproduction des saillies des truies. Une des questions qu'on avait, qu'on s'est souvent posée, ça vaut-il la peine de faire saillir une truie qui est en chaleur jour 3? Okay, ça fait la troisième journée après le début de la chaleur, ça vaut-il la peine de faire saillir, même si elle est bien en chaleur? Okay, puis il y a des gens qui disent après 2 saillies, on peut arrêter, la troisième n'est pas nécessaire. D'autres disent oui, il faut faire la troisième. D'autres qui forcent une troisième, même quand la truie est en chaleur, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, on a fait le test où on a évalué les différents scénarios qu'on pouvait envisager pour être capable de valider ce qui était la bonne chose à faire.
Donc, le groupe A, c'est les truies qui ont eu 3 doses. Donc, ils étaient en chaleur à jour 4, jour 5 et jour 6. Donc, ils ont eu une dose à jour 6 qui était la 3e journée. Le groupe B, ici, c'est des truies qui ont eu 2 doses, mais qui en voulaient 3. Donc, on a fait jour 4, jour 5. À jour 6, ils étaient en chaleur, mais pour vraiment valider notre concept, on ne les a pas essayés à jour 6. Le groupe C, c'est des truies qui ont eu 2 doses parce qu'ils en voulaient juste 2 parce qu'ils n'étaient pas en chaleur à jour 6. Okay? Donc, c'est vraiment des truies qui ont été essayées 2 fois parce qu'à jour 6, ils n'étaient plus en chaleur. Donc, ce qu'on veut vraiment comparer, c'est le A et le B, okay, pour vraiment valider si la 3e essayée d'une truie en chaleur à jour 6 a un bénéfice. Et évidemment, on voit qu'il y a une augmentation de 0,5 sur les méthodos, donc quand même important. Au niveau statistique, c'était hautement significatif. Et au niveau du taux de mise bas, on avait presque 4 de taux de mise bas de plus sur ces truies-là. Donc, je pense que c'est assez facile de répondre à la question qu'une truie en chaleur à jour 6, okay, la 3e journée après le début de sa chaleur, si elle est bien en chaleur, on doit l'essayer. On n'économise pas de la semence là, pour sauver une dose. On a des augmentations de performance qui justifient d'essayer au jour 6. Nous autres, on considère que dans notre étude, on avait 30 des truies qui voulaient cette 3e dose quand ils commençaient leur chaleur à jour 4. Donc, ce n'est pas 100 des truies qui vont l'avoir parce qu'on voit que le groupe C, c'est juste des truies qui ont eu 2 doses, puis c'est eux autres qui ont le mieux performé au niveau des méthodos. Le taux de mise bas est un petit peu plus bas pour une raison un peu bizarre, mais au niveau des méthodos, c'est là qu'on a eu les meilleures performances. Donc, tout ça pour dire qu'on doit saillir les truies la 3e journée si elles sont en chaleur. Et on parle d'un rendement sur un troupeau global de 10 piastres par truie par année si on considère que 30 des truies veulent une 3e dose. Donc, le fait de la faire, c'est bénéfique de 10 piastres par truie par année sur l'ensemble du troupeau. D'autres stratégies qu'on voulait évaluer, c'est un peu à l'inverse. Est-ce qu'on doit sauter la chaleur à jour 4? Donc là, on parlait de faire la chaleur à jour 6, mais une truie qui vient à J4, souvent, cette chaleur-là va être un peu plus longue. On sait que les truies qui viennent en chaleur rapidement après le sevrage vont avoir des estrus un peu plus longs et que souvent, l'ovulation se fait dans le 2e tiers de l'estrus, donc plus vers jour 4 et 6 en principe. Donc, ce qu'on peut sauter l'essayer à jour 4 et juste faire l'essayer à jour 5 et 6 est encore en chaleur à jour 6. Donc, on a exactement fait ce test-là seulement sur des truies qui étaient en chaleur à J4. Donc, des truies en chaleur à J4 qui ont été essayées immédiatement. Donc, ils ont essayé à jour 4, 5 et ça, quelques-unes à 6. Pour ça qu'on était à 2,22 doses par truie. Donc, il y a à peu près 20 des truies qui ont essayé à jour 6 dans ce cas-là. Et ceux qui ont sauté jour 4, on a fait juste 5 et 6. Bien là, c'est vrai que notre nombre de doses a baissé d'à peu près 0,7 doses par truie parce qu'on n'a pas fait les truies à J4. On a fait 4, on a fait 5 et une portion des truies à J6 dans cet essai-là. On regarde les taux de mise bas, exactement pareil. Les méthodos, 15,2, exactement pareil. Donc, les données préliminaires qu'on a suggèrent qu'on peut sauter la chaleur à jour 4. Par contre, ça prend vraiment une personne qui fait des détections parfaites parce qu'on ne veut vraiment pas manquer nos truies en chaleur sur le début de la chaleur parce que si on les manque, on peut être dans le trouble. Donc, il faut vraiment être prudent au niveau de la détection des chaleurs. On refait le test dans une autre ferme avec une régie un peu différente pour vraiment valider si on a les mêmes résultats. Puis, on sera en mesure de faire une recommandation plus établie par la suite. Puis juste pour dire que les truies en chaleur à jour 5, eux autres, on les fait tout de suite. On ne saute pas le jour 5, c'est juste les truies en chaleur à jour 4 qu'on pourrait sauter la chaleur. Et les cochettes, aussi, on les fait immédiatement lors du début de la chaleur. Autre produit qu'on a développé, j'en ai déjà parlé, mais là, je vous donne vraiment le cumulatif de tous les essais qu'on a faits. C'est le MISA PF, c'est un produit qu'on a lancé sur le marché qui est un top dress ou un top dress là, pour la période pré-mise-bas, qui travaille sur la capacité de la truie à mettre bas plus facilement, en jouant sur la balance cation-anion, un peu laxatif, source d'énergie. Donc, c'est un mélange de quelques produits intéressants. Avec une dose de 80 grammes par truie par jour, 4 à 5 jours avant la mise bas. Donc, on a fait 4 tests, 3 dans l'Ouest, aussi des données du Québec. Puis, on a validé les données ou les performances en utilisant le top dress. Donc, ça, c'est la combinée des 4 tests tous ensemble. Donc, on avait dessus haut de 1000 truies totales dans chaque groupe de tous les tests qu'on a faits. Puis, ce qu'on a observé, c'est qu'on a eu une réduction significative des morts-nés. Encore là, ce n'est pas nécessairement spectaculaire. Quand on parle des morts-nés momifiés ensemble, on parle de 0,22 porcelets de moins de morts-nés. Okay? Donc, de nids vivants de plus. Là. Donc, ça se transfère par des nids vivants s'ils ne sont pas nés, puis sont pas morts-nés, puis ne sont pas momifiés, avec le produit. Okay? Donc, dans certains tests, l'augmentation était jusqu'à 0,3. Dans d'autres, c'était à 0,12, 0,13, moins significatif. C'est pour ça qu'on l'a fait là, plusieurs fois dans 4 fermes différentes pour avoir une moyenne assez générale. Donc, 0,22 porcelets de moins morts-nés, donc 0,22 porcelets de plus nés vivants. Si on regarde par parité, les cochettes, on avait une amélioration de 0,38. Les P1 et P5, on sait qu'ils ont moins de challenge au niveau des morts-nés. C'est des trucs normalement que les mises bas travaillent un peu mieux. Les morts-nés sont moins élevés, on a une amélioration un peu plus faible. Mais sur les P6 et plus, où on a des
souvent les mornées plus élevées, on a une amélioration de presque 0,5 porcelets. Bon, c'est sûr que ça ne représente pas une grosse partie de notre troupeau, les parités 6 et plus. La majorité sont P1 et 5. Mais si la personne voudrait vraiment focuser sur l'application par parité, moi, je recommanderais les cochettes et les parités probablement 5, 6 et plus. Mais de le faire sur tout le troupeau, c'est encore économique de le faire de cette façon-là. Au niveau économique, si on a 0,22 porcelaines vivantes de plus, on va en sevrer à peu près 85 si on assume 15 de mortalité naissance-sevrage. Donc, ça fait 0,19 porcelets par portée fois 2,4 portées par année. Ça fait à peu près 0,45 porcelets par truie par année. Si on les met à une valeur de 45 c'est 20 par truie. Et le produit va nous coûter à peu près 2,90 3 par truie par année. Donc, on parle d'un net de 17 par truie par année si on est évidemment capable de sevrer les porcelets qu'on a supplémentaires en réutilisant les mornées. Okay? Donc, un retour sur investissement de 7 pour 1, ce qui est super intéressant. Produit pas dispendieux, facile à utiliser. Vous l'essayez. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas pour vous, vous ne l'achetez plus. Ce n'est pas plus grave que ça. Donc, c'est disponible chez Nutrition Antenna pour l'utilisation avant la mise bas. D'autres choses au niveau de l'insémination qu'on a travaillé au Québec et dans l'Ouest, c'est au niveau des tiges d'insémination post-cervicale, intra-utérine. On fait la promotion de ça depuis quelques années. Présentement, nous, on vend au Québec la Magapar, okay? Donc la tige Magapar, mais on voulait comparer d'autres tiges qui nous avaient été offertes des sondes par d'autres fournisseurs, la BioFlow et la Buckingham. On a fait un test dans une ferme de 5700 truies au Manitoba, où ce qu'on a alterné chaque semaine avec une différente sonde. On a répété ça sur plusieurs semaines. Okay? Donc, on avait au-dessus de 1000 truies par groupe, donc c'est très intéressant. Puis on a jeunement fait le test sur les truies sevrées. Les sondes d'insémination intra-utérine ne sont pas utilisées présentement sur les cochettes. On regarde les résultats, okay, au-dessus de 1000 truies par groupe. Les taux de retour n'étaient pas nécessairement différents, mais on voit une tendance pour moins de retour avec la Buckingham et la Magapar. La BioFlow a plus de retour en chaleur. Taux de mise bas, même chose, pas hautement significatif, mais 0,06, on a une très forte tendance pour montrer que la Magapar était supérieure, entre autres, à la BioFlow au niveau du taux de mise bas. Les totaux, on a une différence significativement meilleure pour la Magapar, meilleure que la Buckingham, qui elle est meilleure que la BioFlow. Donc, on a vraiment une tendance linéaire avec l'amélioration des nez totaux avec la Magapar. Donc, ça, c'est super intéressant. Ça va en ligne avec le taux de retour et le taux de mise bas qui est numériquement meilleur sur cette sonde-là aussi. Donc, quand on regarde les résultats, c'est évident que le taux de mise bas, même si ce n'était pas hautement significatif, on avait une forte tendance que la Magapar était meilleure que la Buckingham et meilleure que la BioFlow par la suite. 2 à 3 de mieux. Et la taille de portée, encore là, ça, c'était significativement différent au niveau statistique. Meilleure taille de portée sur la Magapar versus la Buckingham et la BioFlow. Donc, pour nous, présentement, la Magapar semble être la meilleure option. Les gens aiment bien travailler avec cette sonde-là. Par contre, on est en train de tester une nouvelle sonde qui a été, je pense, commercialisée un peu au Québec. Certains de nos clients l'ont essayé, ils l'ont vraiment adoré. C'est une sonde intra-utérine pré-lubrifiée. Donc, ça semble très facile à travailler. Donc, on veut vraiment valider si c'est juste une perception que cette sonde-là fonctionne mieux que la Magapar. On veut la valider. Donc, on est en train de planifier un test pour valider cette sonde-là contre la Magapar. L'altrénogeste sur les cochettes, ça, c'est le fameux Régumate, hein, c'est le nom que tout le monde connaît, mais aujourd'hui, le Régumate, il y a d'autres produits alternatifs moins dispendieux, mais l'altrénogeste, c'est vraiment la molécule qui permet de synchroniser les saillies ou les tenues en chaleur des truies. On l'a fait sur des cochettes parce que dans des troupeaux de cochettes ou des peuplements ou des régies de cochettes, on se demandait, quand on utilise du Régumate ou de l'altrénogeste, est-ce qu'on peut avoir un effet négatif sur les performances? Mais d'un autre côté, notre but, c'est qu'en synchronisant la saillie des cochettes ou la tenue en chaleur des cochettes, on peut s'assurer qu'on saillit les cochettes au bon moment puis qu'on optimise l'âge au sevrage de ces cochettes-là. Le problème, des fois, en bande aux 4 semaines ou même dans une région aux semaines, si on fait saillir les cochettes un peu partout, souvent, ces cochettes-là ne seront pas optimales au niveau de l'âge au sevrage. Puis on sait que sevrer une cochette un peu plus vieille, c'est bon pour sa carrière reproductive. Donc, on a fait un test où on a laissé cycler les cochettes naturellement versus l'utilisation de l'Altermate, qui est un produit commercial pour synchroniser les chaleurs. Donc, on a utilisé l'Altermate 20 jours avant la date de saillie souhaitée. Nous autres, on voulait se faire saillir les truies le lundi parce que c'est une ferme qui sèvre le mercredi. Puis dans notre calcul, si on voulait optimiser l'âge au sevrage, il fallait que les cochettes soient saillies le lundi. Okay? Donc, on faisait 14 jours sur l'Altermate. Après ça, 5-6 jours pour la tenue en chaleur. On donnait 7 ml par jour par cochette durant le traitement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les performances n'ont pas été affectées. Les nez totaux, même si il y a une différence numérique avec le nombre de truies, ce n'était vraiment pas significatif. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que notre âge au sevrage, on a vraiment atteint notre objectif. Les truies saillies naturellement, en cycle naturel, de par une saillie un peu plus étalée au niveau de la semaine. Quand on a sevré ces cochettes-là,
ils ont été sevrés plus jeunes, à peu près de presque une journée versus les truies qui avaient été synchronisés et plus saillies le lundi. Je vais vous montrer les graphiques qui montrent un peu les données de façon un peu plus visuelle. Ce que ça a fait, c'est que notre post-sevrage est amélioré de presque 0,5 kg, 0,4 kg, 0,47 kg exactement dans le cas de Nord-Est, qui était hautement significatif. Donc, si on prend pourquoi qu'on voulait saillir les truies le lundi, on a-tu réussi? Excusez, c'est en anglais, mais le rouge, c'est les truies qui étaient sur l'alternate. Les bleus, c'est les truies qui étaient en cycle naturel. On voit qu'on a une plus forte majorité des truies saillies le lundi et mardi, OK, et le mercredi. Donc, on a un groupement plus serré des saillies sur nos cochettes versus les truies cochettes naturelles. Même si on a un peu plus le lundi, mardi, il reste qu'on était un peu plus étalé au cours de la semaine. Les jours de mise-bas, on voulait des mise-bas le jeudi, vendredi, samedi sur nos cochettes pour être capable de sevrer le mercredi à un âge optimal. Idéalement, il faudrait tout qui cochonne le jeudi pour avoir un âge optimal, évidemment. On a vu qu'on a plus de truies qui cochonnent le vendredi, samedi, donc que des truies qui cochonnent en début de semaine qui, eux, étaient sevrées plus jeunes par la suite. Donc, on le voit bien ici dans la durée de lactation. On a eu plus de truies en rouge traitées qui ont été essayées plus vieilles que des truies en bleu non traitées qui ont été essayées plus jeunes. Donc, tout ça, ce n'est pas rien de miraculeux, c'est juste une question de planification, d'être capable de cibler une journée de saillie pour nos cochettes pour optimiser leur tâche de sevrage et ainsi le poids de sevrage des porcelaines. Mais ce qu'on voulait valider, c'est qu'il n'y avait pas d'impact négatif sur la taille de portée des truies quand on utilisait les produits hormonaux pour synchroniser les chaleurs. Au niveau économique, si on augmente notre poids de sevrage, le coût du produit n'est pas cheap, hein, ça coûte 16 à 17 piastres par cochette, le traitement de 7 jours. Donc, on peut-tu travailler sur des traitements un peu moins longs, des doses réduites? Il faudrait peut-être travailler là-dessus un peu plus de façon précise pour évaluer ça, mais présentement, c'est quand même 17 piastres par cochette. Et si on augmente notre poids de sevrage de 0,47 kg avec l'impact au marché, on considère qu'on va chercher 22 piastres par cochette qui envoie en sport à l'abattoir. Donc, c'est un avantage net de 5 piastres et 60. Donc, ce n'est pas majeur. On ne se tirera pas d'un mur pour devenir riche avec ça. Mais par contre, quand on planifie nos saillies cochettes et nos chaleurs de cochettes, on peut réduire les problèmes de trous dans les bandes, okay, parce qu'on a une meilleure planification. On se risque, on a moins de chances d'avoir des cages vides parce qu'on planifie et on synchronise nos cochettes en fonction de nos besoins réels. C'est moins aléatoire. Puis aussi, on peut réduire notre pool de cochettes disponibles ou nécessaires pour atteindre nos objectifs de saillie. Donc, il y a peut-être des avantages au niveau de la planification, du nombre de cochettes à gérer, au-delà du poids de sevrage. Test Maprolin, un produit aussi qu'on a travaillé beaucoup au cours de la dernière année. On a fait 2 grands essais pour valider l'intérêt de ce produit-là. Il y en a des gens qui n'ont entendu parler de par nous autres ou par le groupe vétérinaire. Le Maprolin, c'est un produit qui favorise le grossissement des follicules ou la maturation des follicules. Okay? Dans le cycle hormonal, il y a de la FSH qui est nécessaire pour grossir les follicules et la LH, elle, va libérer les follicules pour qu'ils soient fertilisés. Mais le Maprolin, lui, ce qu'il fait seulement, c'est influencer la FSH pour avoir une meilleure maturation des follicules. Tandis que le PJ100, que tout le monde connaît, lui, va faire de la FSH, mais aussi de la LH, il va libérer des follicules, des fois plus rapidement, qui ne sont pas nécessairement matures. On sait que les follicules matures, c'est eux qui vont être meilleurs pour être fertilisés, puis qui vont être capables de développer un embryon, okay, puis être viables là, pour vraiment former un porcelet au bout de l'année. Okay. Donc, le Maprolin est une hormone un peu différente, qui est donné 24 heures après le sevrage. Donc, on sève les truies, mettons, le mercredi. Le jeudi matin, on les injecte 2 ml de Maprolin et on les fait saillir normalement par la suite. Donc, on a notre test ici. Toutes les parités, je vous mets ça par parité parce que c'est important de comprendre pourquoi on a analysé ça par parité. On avait une moyenne, si on regarde, de 0,2 à 0,25 porcelets supplémentaires quand on donnait le Maprolin. Donc, super intéressant. Mais quand on a décortiqué par parité, puis ça a été la même chose dans les 2 essais. Okay? Ça, c'est les parités des truies qui ont cochonné. Okay? Donc, ils ont été essayés en P3 puis ils cochonnent P4. Donc, c'est la parité à la mise bas. Okay? Parité 4, parité 5 à la mise bas. On a vu une réduction de la taille de portée, puis ça a été la même chose dans les 2 essais. Évidemment, c'est là qu'on a les tailles de portée les plus élevées. Donc, peut-être, il y a même un effet peut-être négatif de donner du Maprolin. Mais par contre, chez les parités qui ont cochonné la 2e, 3e parité, donc CI, cochette, sevrée CI et parité 2 CI, et les plus vieilles truies, on a une amélioration constante. Regardez pas les vieilles truies, là, à 0,14, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On a juste 24 truies. Dans le troupeau, c'est la réalité aussi. Donc, il y a vraiment une amélioration chez les jeunes truies, les plus vieilles truies, mais pas sur les truies de milieu de parité. Okay? Donc, quand on enlève les parités 4 et 5, ou on ne fait pas saillir les parités 3 et parités 4 au sevrage, on obtient une moyenne de 0,43 porcelets. Okay? Parce qu'on enlève l'effet négatif et on garde l'effet positif. Donc, ça peut être intéressant, mais à une application où on va cibler les parités qui vont recevoir le produit. Donc, dans le fond, ce qu'on recommande, nous, c'est de ne pas le donner aux parités 3, aux parités 4, les truies sevrées, parité 3, parité 4.
Donc, ça représente à peu près la moitié des truies de troupeau qui ne l'auront pas, et l'autre moitié des truies vont l'avoir au sevrage. Quand je fais les calculs économiques de tout ça, avec l'augmentation de la taille de portée, bien, je considère qu'on a une augmentation à peu près de 6,40 $ par truie par année net, okay, de bénéfices, donc qui est un retour de 4,8 à 1. Donc, pour une maternité de 1000 truies, c'est à peu près 15 000 $ par année de bénéfices si on applique vraiment le protocole de ne pas faire saillir les parités 3 et 4 sevrées, puis qu'on utilise le Veprenin sur toutes. Bon, présentement, on avait fait un test sur les cochettes, parce qu'on avait vu des choses intéressantes. Malheureusement, le peuplement avec qui on travaillait a eu des problèmes de santé majeurs lors de la deuxième bande, donc on n'a pas pu suivre le nombre de cochettes qu'on voulait. On va le répéter sur les cochettes pour vraiment valider l'application sur les cochettes. Petit point que je voulais parler rapidement, la moulée à la dérobée. On a déjà parlé dans un webinaire au mois de mars, mais je reviens parce qu'on a fait un test cet été avec notre stagiaire Alexandre pour démontrer la valeur de la moulée à la dérobée en dessous des mers. Donc, tout le monde en parle. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font plus parce qu'ils pensent qu'ils donnent de la moulée pour rien, ça va dans le dallo. Puis surtout, si tu vends les porcelets à quelqu'un qui achète tes porcelets, ce n'est pas toi qui as le bénéfice, c'est le gars qui achète tes cochons. Donc, un laisseur finisseur a plus de facilité à le faire. Quelqu'un qui vend des porcelets, je comprends que ça va être plus compliqué, mais moi, je pense que ça prendrait une entente avec ton acheteur parce que je suis convaincu qu'il y a un bénéfice de faire de la moulée à la dérobée avant le sevrage. Donc, 2 tests qu'on a faits. J'avais déjà présenté le test de 2008. C'est un vieux test, mais il est encore super valide aujourd'hui, où ce qu'on avait donné de la moulée à la dérobée 5-6 jours avant le sevrage dans 2 types de mangeoires, là, mais les 2 types de mangeoires avaient performé pareil. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les premiers 7 jours post-sevrage, on avait augmenté le gain de 20 %. Et sur l'ensemble de la poignard, on avait augmenté le gain de 4 %, ce qui est quand même intéressant sur 45 jours, pour une augmentation du poids de 0,8 kg. Okay, donc, presque 2 livres de plus à la sortie de la poignard pour les porcelets qui avaient reçu de la moulée à la dérobée avant le sevrage. Donc, ça, c'est notre test de 2008. Cet été, avec Alexandre, on a fait un petit test rapide dans une ferme où on avait de la moulée pour 6 jours. On a juste mesuré les gains pour les 16 premiers jours, mais on a une augmentation de 0,32 kg. Le poids de sevrage était le même. Hein. On n'a pas un effet sur le poids de sevrage. Le cochon ne mange pas assez de moulée pour augmenter son poids de sevrage. C'est vraiment une question de reconnaissance. Mais sur les 16 premiers jours de poignard, quand on a pesé les porcelets à l'entrée et 16 jours après, on avait une augmentation déjà de 0,32 kg, donc 320 grammes, ce qui est quand même intéressant. On n'a pas mesuré les porcelets jusqu'à la fin, mais on peut anticiper que cette augmentation de poids-là s'est peut-être traduite pour un 0,4, 0,5 kg à la fin de poignard. Donc, pas toujours notre 0,8 qu'on a vu dans le premier essai en 2008, mais quand même, on peut aller chercher probablement 3/4 à 1 livre, à 1,5 livre minimum en sortie de poignard. Puis il y a d'autres données qui démontrent la même tendance aussi. Donc, on recommande fortement d'utiliser de la moulée à la dérobée. Une demi-tasse le matin, une demi-tasse le jour si les porcelets ont mangé la ration du matin. On donne à partir de 13-14 jours, donc si on sève à 20-21 jours, une semaine avant le sevrage. On estime que la consommation devrait être entre 650 mg par portée totale, okay, pour l'ensemble de la portée pour 6-7 jours. Le coût va être à peu près de 7 à 11 cents par porcelet. Donc, ce n'est pas très dispendieux. Je n'ai pas besoin de faire des mathématiques. Si le porcelet est plus épaisant, performe mieux en poignard, 7 à 11 cents d'investissement-là va être amplement bonifié. Donc, si vous achetez des porcelets d'un naisseur et qu'il ne le fait pas, vous pouvez vous entendre avec lui. Je vais payer la moulée à porcelet et puis un petit extra pour le temps que ça prend pour le faire. Mais le bénéfice pour le naisseur, le finisseur ou le poignard, le finisseur est super important. Puis, on recommande de toujours donner la même moulée qu'on a donnée au départ en poignard en dessous des mers, évidemment. Projet en poignard, quelques projets rapides qu'on a fait en poignard. Triage des porcelets au sevrage. Est-ce que c'est important de trier les porcelets au sevrage? En finition, on a prouvé qu'il n'y avait aucune valeur de le faire, que c'était même mieux de mélanger des gros cochons de 20 kg avec des cochons de 30 kg à l'entrée en engraissement. En poignard, souvent, on a tendance à vouloir les sélectionner ou les trier parce qu'il y a des petits porcelets, un porcelet de 4 kg versus un porcelet de 8 kg, ça a l'air fou dans le même parc. Donc, on a fait 2 tests où on a exactement fait ça. On a mélangé des porcelets dans des parcs par grosseur ou on a trié les porcelets par grosseur par parc, des parcs de petits, des parcs de moyens, des parcs de lourds, ou on a fait des parcs de mélangés où on avait un tiers de petits, un tiers de moyens et un tiers de lourds dans chaque parc. Donc, les parcs mélangés, qui étaient des cochons de toute grosseur, okay, dans chaque parc, versus les parcs triés, j'ai fait la moyenne des parcs triés de petits, moyens, gros, on n'avait aucune différence. Je n'ai pas mis les valeurs statistiques là, parce qu'il n'y avait aucune différence dans les performances. Que les porcelets soient mélangés par grosseur ou triés par grosseur, il n'y avait aucune différence dans les 2 tests qu'on a fait. Un à Québec, un dans l'Ouest chez Alive, aucune différence des performances. Donc, ça ne donne absolument rien. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La seule chose qu'on continue de recommander, c'est les 5 à 10 % vraiment plus petits. Eux autres, on peut les trier. On recommande les trier, les mettre dans un parc isolé, en dessous de la chaufferette, proche du passage ou proche de l'entrée de la chambre pour qu'ils soient bien surveillés.
on peut faire des soins particuliers. Mais après ça, là, quand on a trié 5 à 10 des cochons, donc sur une bande de 1000 cochons, là, 50 cochons gros max, 50, 75 cochons, tout dépendant du poids de sevrage. Le reste, vous mélangez tout ça de façon aléatoire. Les niveaux de zinc, rapidement, on s'en va sur des nouvelles réglementations sur les niveaux de zinc. L'Agence canadienne d'inspection des aliments cible un maximum à 300 ppm. Ce n'est pas encore effectif, on ne sait pas quand ça va l'être, mais on utilise aujourd'hui des niveaux de zinc entre 2 000 et 3 000 ppm dans les premiers aliments pour les 14-21 jours après le sevrage. On fait ça pour contrôler la diarrhée. Ça fonctionne, probablement moins bien qu'avant, tant qu'à moi. Par contre, ça reste une pratique courante dans l'industrie. Par contre, ça crée de la résistance aux antibiotiques. Okay? C'est pour ça que l'Agence canadienne et Santé Canada et d'autres pays sont en train de mettre des législations très sévères sur l'utilisation du zinc. Il y a une préoccupation environnementale, c'est un métal lourd. Par contre, on n'en mange pas beaucoup de zinc là, en début de sevrage, là. Donc ce n'est pas si important que ça, mais par contre, ça reste un concern au bien du monde. Et l'Europe va s'en aller sur des niveaux maximum de 150 ppm en 2022, mais des pays comme le Danemark et la Hollande, surtout le Danemark, est déjà sur des réglementations de 150 ppm maximum de zinc au niveau des moules à porcelet. On a fait des études, on a fait 11 tests depuis 10 ans pour évaluer des niveaux élevés de zinc versus des niveaux plus bas. Quand je dis plus bas, entre 200 et 500 ppm de zinc. Okay? Présentement, les tests qu'on fait sont plus à 200 ppm sur les niveaux bas. On faisait 500 avant parce que c'était comme le maximum permis par la table 4 de l'Agence canadienne, même si tout le monde n'utilisait plus que ça sans problème. On a eu des problèmes dans les premiers tests, je vais vous montrer, mais depuis 2018, ça va super bien dans nos tests. À chaque fois qu'on a réduit le zinc, on a réussi à maintenir et même augmenter les performances dans plusieurs cas. Tous les tests qu'on a faits depuis 2009, je vous montre le gain moyen quotidien des porcelets. Donc, ça, c'est l'impact des bas niveaux de zinc par rapport au niveau normal. Donc, dans les 6 premiers essais, on a toujours perdu du gain. On a perdu jusqu'à 25 grammes de gain moyen quotidien, 15 grammes, 10 grammes. Donc, on avait vraiment, dès qu'on baissait le zinc, on avait des problèmes au niveau du gain. Par contre, depuis 2018, les 5 derniers essais, 2 essais où on a du gain meilleur numériquement. Il n'y a pas de différence significative au niveau statistique, mais on reste qu'on voit que sur 4 des 5 tests, on a le gain égal ou supérieur. On a baissé d'à peu près 3-4 grammes, donc ce n'est vraiment pas significatif. Donc, au global, on a maintenu, voire même amélioré le GMQ quand on a réduit le niveau de zinc. Au niveau de la conversion alimentaire, on a augmenté un peu dans certains tests. Depuis 2018, on a 3 tests où la conversion est exactement pareille. Un test qui était plus haut de 0,01, un autre test qui était plus bas de 0,015. Donc, pas beaucoup d'impact sur la conversion alimentaire. Sur la mortalité, les 6 premiers essais, bon, un essai où on a amélioré la mortalité, un essai où il n'y a pas beaucoup d'effet, 2 autres, aucun effet, un où on a eu 7 de mortalité de plus. Celle-là, ça n'a vraiment pas bien été, 1 à 3 Depuis 2018-2021, on a 2 essais où la mortalité était moins élevée et les 3 derniers, on parle de 0,2, 0,3 et 1 pour un essai. Donc, rien. En moyenne, les 5 derniers essais, on est à peu près à presque 0 sur l'augmentation de la mortalité. Donc, en 2018, ce qu'on a fait, j'en ai déjà parlé, je n'irai pas dans le détail, mais juste rappeler qu'on a des moulées différentes depuis 2018 pour notre programme sevrage. On a de la fibre, on formule avec moins d'énergie, moins de protéines brutes. On peut peut-être ne pas avoir un départ fulgurant chez nos porcelets. Par contre, ils partent assez bien pour pas avoir de problème. Mais on veut vraiment préparer la santé intestinale du porcelet pour avoir aucun problème entérique. Puis je ne dirais pas qu'on n'a pas pantoute, mais on a beaucoup moins de problèmes entériques depuis qu'on a mis en place ces programmes-là. On utilise encore des niveaux de zinc importants. Par contre, chez Alife, entre autres, je le mentionne dans le bas de la slide, on a abaissé les niveaux de zinc dans la deuxième phase de moulée à 500 ppm, puis là, on va les baisser à 250 ppm. Donc, on a vraiment juste notre première phase de 7 jours où on utilise des niveaux de zinc élevés. Depuis 6 mois, 1 an, on est à des niveaux plus bas dans la deuxième phase avec aucun problème répertorié au niveau entérique. En poignard, je vais parler rapidement de la consommation d'eau. Pourquoi c'est important? C'est qu'on donne beaucoup de médicaments dans l'eau. Des fois, c'est important de comprendre qu'on peut peut-être garocher du stock dans l'eau pas mal. Donc, on a fait des tests dans l'Ouest où on a mesuré la consommation d'eau avec différents systèmes d'abreuvement. Puis, je vais juste, sans aller dans le détail des tests, je vais juste vous montrer comment que ça peut être différent. Donc, moi, ce que j'ai fait dans mes tests, j'ai pris les niveaux parce que je pensais que la consommation, j'avais peu de gaspillage ou beaucoup de gaspillage. Pourquoi je dis ça? C'est que quand on a mesuré les consommations d'eau plus élevées, il n'y avait aucune différence au niveau des performances. On a suivi les performances, mais peu importe si on avait une consommation d'eau élevée, ou je peux dire de la disparition d'eau élevée avec un système d'environnement où il y avait plus de gaspillage, d'après moi, on n'avait pas de différence des performances. Puis on avait, dans le fond, on voit ici qu'on était jusqu'à 4,8 litres d'eau en moyenne sur 47 jours versus 2,55. Puis des données de littérature que j'avais faites il y a quelques années, on arrivait à des consommations de 2,05 en moyenne en poignard. Donc, à 2,55, il y a peut-être encore un peu de gaspillage, là, mais les données de littérature ne sont pas parfaites non plus. Mais qu'on voit bien qu'à 4,8,
c'est vraiment du gaspillage. Donc, moi, mon point, c'est qu'on devrait évaluer les systèmes d'alimentation d'eau en ponnière pour éviter le gaspillage. Pour une ponnière de 2000 places, je l'ai fait dans l'autre slide, c'est 30 000 litres d'eau par année de plus si on a du gaspillage, là, selon les données qu'on a dans notre essai. Donc, c'est beaucoup d'eau dans la fosse à disposer. Puis quand on met des médicaments dans l'eau, on a une perte énorme aussi au niveau de l'efficacité. En finition, je vais sauter parce que je pense que je suis pas mal dépassé mon temps. Mais j'ai un essai que je vais vous parler au niveau des enzymes. Pourquoi je veux parler des enzymes? C'est qu'il y a un buzz depuis quelques années au niveau de la xylanase, entre autres, qui est une enzyme qui améliore la digestibilité de la fibre au niveau des ingrédients, mais qui a aussi des données aux États-Unis qui démontrent une amélioration au niveau de la mortalité, donc réduction de la mortalité. Donc, la xylanase, en fractionnant la partie de la fibre au niveau des ingrédients, produit comme un probiotique, okay, qui favorise une meilleure santé intestinale. C'est la théorie derrière le concept du produit. Et les données aux États-Unis, qui ont été très bien faites, tant qu'à moi, montraient une réduction de 25 du taux de mortalité. Donc, si on était à 4 on peut réduire d'1 le taux de mortalité de nos engraissements. Donc, qui peut être super intéressant par rapport au coût d'utilisation de l'enzyme. Donc, on a fait plusieurs tests avec des enzymes. On focusait vraiment sur la partie conversion alimentaire, performance, pas nécessairement sur la mortalité. Donc, on a fait un test. Pour faire un test en mortalité, ça prend des grands nombres. Donc, on a pris un site commercial où on a plusieurs bâtisses d'un même pig flow, puis on a alterné des bâtisses avec ou sans enzymes. Donc, on avait un groupe témoin, on a testé 2 enzymes xylanase. On a fait 23 lots sur chaque. Donc, on a fait au total 69 lots, 23 lots témoins, 23 lots enzyme A, 23 lots enzyme B. Puis on a mesuré les performances au niveau des close-out ou des performances de l'eau pour la mortalité et la conversion alimentaire. Je mentionne que la xylanase, quand on formule avec ce produit-là, on peut y attribuer une valeur d'énergie qui permet de réduire la quantité d'amidon ou de gras dans la ration parce que la xylanase va libérer un peu d'énergie des grains par son action enzymatique. Bon, ce qui est important de voir, c'est que dans la mortalité, les pourcentages de morts, okay, puis ce n'est pas abattu, c'est des morts retirés, mais surtout les morts dans les lots, on n'a vu aucune différence. Donc, les 2 enzymes, même numériquement, ont été un peu plus hautes, mais quand on a fait les statistiques, il n'y a aucune différence statistique. Puis ce n'est pas parce qu'on a eu des taux de mortalité super bons, on était quand même à 5,3 %. On a eu un peu de CRP dans ces réseaux-là. Donc, c'est pas vraiment, on n'a pas vu d'impact sur la mortalité. Donc, ça n'a pas confirmé les données qu'on avait vues aux États-Unis. Par contre, sur la conversion alimentaire, ce que je veux souligner, c'est qu'on utilisait une matrice énergétique pour formuler avec les enzymes et on a maintenu la même conversion sur des moulées basses en énergie qu'on utilise dans l'Ouest, là, à 3. Mais les 2 groupes avec la xylanase, qui avait une valeur énergétique attribuée à l'enzyme, nous ont permis de maintenir la conversion alimentaire, ce qui me fait dire que la xylanase libère vraiment un peu d'énergie quand on l'utilise. Ce que ça fait, ça a le potentiel d'améliorer le bénéfice au niveau du coût par part d'alimentation d'1,35 $ à 2,25 $ si on utilise l'enzyme. Par contre, je veux vraiment valider ma donnée de conversion dans une ferme de recherche côte à côte parce que sur les données de l'eau, ça peut être un peu plus variable. Donc, on va faire un test en début 2022 où on va valider les mêmes enzymes mais dans un side-by-side plus contrôlé pour la conversion. Et si on valide les résultats, je pense qu'on va peut-être commencer à utiliser l'enzyme avec une valeur énergétique et pouvoir maintenir les performances en réduisant notre coût d'alimentation. Donc, je vous remercie tout le monde. J'ai fini la présentation. J'ai sauté un petit bout sur le soya, mais j'en parlais tantôt avec Régis. L'utilisation du soya et des acides aminés va peut-être jouer un peu avec la disponibilité d'acides aminés et de prix dans les prochains mois. Donc, il y a peut-être des ajustements qui vont se faire à ce niveau-là. Je regarde dans la section Q&A, il n'y a pas de questions, donc je pense qu'on a dépassé notre temps de toute façon. Je vous rappelle que les conférences, pour ceux qui ne les voient pas, sont disponibles sur le Pig Channel. On peut les reviser, c'est tout enregistré. Donc, Karine va les mettre la semaine prochaine sur le site. On a les prix de présence qui vont être tirés la semaine prochaine et aussi le prochain webinaire qui est le 17 décembre par Demeter. Je remercie encore une fois Alltech, spécialiste en alimentation animale, additif alimentaire, reconnu mondialement pour son support pour ce webinaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine et on se reparle éventuellement. Merci beaucoup tout le monde.